Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau petit coup dans le rétro. Vous me l'aviez demandé, je vous l'avais promis, chose promise, chose due. Maintenant que j'ai le coffret Mad Max avec les 4 films, eh bien je ne vais pas faire la rétrospective Mad Max. Au contraire, puisque là nous arrivons en décembre et que le 7ème Star Wars va sortir, réalisé par J.J. Abrams, c'est sur lui que je vais faire ma rétrospective. Voici donc venue la vidéo sur le nouveau chouchou d'Hollywood, J.J. Abrams. Je sais que normalement les Américains disent JJ, mais moi j'ai trop de respect pour les GG, donc ce sera JJ. J.J. Abrams est donc un producteur, scénariste, réalisateur, acteur et compositeur américain qui a commencé à officier à la télévision à la fin des années 90 avec des séries télé qui ont cartonné, certaines sont devenues cultes, mais aussi qui ont révélé tous ses défauts avant de passer au grand écran avec 5 films à son compteur, 4 qui sont déjà sortis, et le 5e qui va bientôt sortir. L'ami J.J. s'est démarqué par son style, pas tant au niveau visuel, parce que justement il fait partie de ce que j'appelle la nouvelle génération des auteurs américains, à savoir quelqu'un qui est très performant au niveau technique, mais qui l'est beaucoup moins au niveau narratif, et c'est bien au niveau narratif que tout se joue. J.J. Abrams, ce n'est pas seulement des lens flares un peu à droite à gauche, c'est avant tout une idée, une façon de faire. Hitchcock avec sa thématique particulière, le faux coupable, et son style narratif, à savoir le MacGuffin. Et ben J.J. Abrams, lui, il n'a pas de thème particulier, mais par contre il a un style narratif, la Mystery Box. Qu'est-ce que c'est la Mystery Box? Écoutons-le déjà le dire dans la conférence TED consacrée au sujet. Well, what are stories but mystery boxes? There's a fundamental question. In TV, the first act is called the teaser. It's literally the teaser. It's the big question. So you're drawn into it. Then, of course, there's another question, and it goes on and on and on. I mean, look at, like, Star Wars. You've got the droids. They meet the mysterious woman. Who's that? We don't know. Mystery box, you know. Then you meet Luke Skywalker. He gets the droid. You see the holographic image. You learn, oh, it's a message. You know, she wants to, you know, find Obi-Wan Kenobi. He's her only hope. But who the hell's Obi-Wan Kenobi? Mystery box. So then you go, and he meets Ben Kenobi. Ben Kenobi's uncle is Obi-Wan Kenobi. Holy shit, you know. So it keeps it... Have you guys not seen that? It's huge. Voilà, donc la Mystery Box, c'est un MacGuffin qui n'existe pas. Ça consiste à vous montrer quelque chose et vous faire croire « comment c'est mystérieux !» Alors qu'en fait, il n'y a rien de mystérieux. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a besoin de rien. Et donc, pour illustrer le propos, je vous propose de commencer par ces jeunes années à la télévision. Nous allons quand même passer outre la première série qu'il créa, à savoir Felicity, qui a duré de 1998 à 2002, parce qu'il s'agit d'un petit drama collégien. La seule chose que cela illustre, c'est que J.J. Abrams ne veut pas prendre de risques. Il commence par quelque chose d'assez simple, d'assez bateau, si j'ose dire, parce que comme ça, il peut être accepté plus facilement. Et une fois qu'il a mis le pied dans la porte, c'est là qu'il commence à véritablement bosser. Et pour cela, je vais commencer avec Alias. Plac. 5 saisons de pure Mystery Box. Pourquoi? Je vous explique tout de suite. Étudiante le jour, Sydney Bristow est aussi une jeune espionne qui croit travailler pour une branche secrète de la CIA, le SD6. Mais quand Daniel, son fiancé, est assassiné après qu'elle lui ait avoué ses véritables activités, Sydney réalise alors que le SD6 œuvre en fait contre les intérêts américains. Elle offre alors ses services à la vraie CIA, devenant par la même agent double, tout comme son père. Alias est une série qui a duré de 2001 à 2006, une période faste pour les États-Unis, en particulier les services secrets, à cause évidemment du 11 septembre 2001, qui n'avait pas été prévu pour la réalisation de la saison, mais qui a beaucoup influencé la suite. Le côté Mystery Box de cette série, c'est qu'il y a une espèce de conspiration, pas seulement le SD6, mais son véritable objectif, à savoir récupérer les inventions d'un artiste de la Renaissance qui apparemment est une sorte de Léonard de Vinci encore plus puissant, voire même Nikola Tesla sur les bords, qui avait inventé des trucs qui sont extraterrestres. Tellement c'est puissant, tellement c'est en avance sur son temps. Même aujourd'hui on ne fait pas mieux. Et bien pourtant, cette histoire-là, on la met de côté. Effectivement, la première saison, c'est la lutte contre les SD6,
La deuxième saison, c'est la compréhension de qui est la mère de Sidney Bristow. La troisième saison, c'est le mystère de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de la deuxième saison et le début de la troisième saison, qui a duré 2 ans. C'est une ellipse que n'a pas vécu Sidney Bristow. Et là-dessus, de temps en temps, dans les épisodes, on nous greffe « Ah, il y a telle invention, il y a telle prophétie !» Et Sidney Bristow est au milieu de tout ça. Et bien finalement, pendant toute la saison, non, on s'en fout. Elle redevient une agente comme les autres. Ça ne sert à rien, c'est idiot. Pourquoi se donner une véritable conspiration, un véritable drama, une véritable question métaphysique, historique, d'une taille extraordinaire, et ne rien en faire? Et bien c'est exactement ça la Mystery Box. On vous dit, il va se passer un truc. Il y a une conspiration historique depuis 6 siècles. Ah bah non, en fait, il y a ma maman, est-ce qu'elle est avec moi ou est-ce qu'elle est avec les autres? Je ne sais point. Alors que Alias continue son petit bonhomme de chemin, J. Abrams fait une nouvelle série qui va cartonner. Il s'agit de Lost, Mais où sont les DVD? Et ils ont disparu! Mais où? Mystery. Lost, c'est l'histoire d'un naufrage, plus exactement du crash d'un avion, dont les survivants vont se poser la question comment survivre, et puis aussi, qu'est-ce que c'est que ce bunker? Qu'est-ce que c'est que ces nombres? Qu'est-ce que c'est qu'un ours polaire dans la jungle? Et donc après 6 saisons d'interrogations, d'énigmes et de révélations foireuses, à se demander quoi, où, comment, qu'est-ce, on découvre que c'est le rêve d'un chien. En tout cas, c'est l'interprétation que je fais de ce final, complètement sorti à la piste. C'était bien nul, merci Mystery Box, tu étais creuse ce coup-ci. Toujours le même principe, toujours dans les bons coups, Gigi se lance dans une nouvelle aventure en 2008, et ça va aller jusqu'à 2013, Fringe. Une série qui, comme Alias, considère qu'il y a un complot mondial quelque part, tout caché, et on ne demande pas trop ce que c'est. Ça s'appelle le schéma, the pattern en anglais, mais on n'en a pas plus d'informations, parce que en fait, on va complètement se désolidariser de cette histoire-là, pour aller sur une histoire de relation père-fils un peu mal branlée, sur une narration à la X-Files du pauvre, puisque en fait, il s'agit d'une enquête par épisode, qui se suivent plus ou moins, et au milieu ou au début de l'épisode, voire parfois à la fin, on a un petit raccordement avec cette question qui est le fil rouge de l'histoire. Qu'est-ce que c'est le schéma? Eh bien, nous ne le saurons point, parce que c'est mystérieux. Nous pouvons le voir avec ces 3 séries, plus les 2 autres qui sont en production actuellement, que J.J. Abrams, en fait, donc c'est surtout un effet d'annonce. C'est surtout une manière d'être prudent au départ, en disant ça peut être tout et n'importe quoi, et à la fin ça reste tout et n'importe quoi. Heureusement, il y a ce qu'on appelle les longs métrages. Autant les séries, il peut émettre tout et n'importe quoi parce que c'est long et parce que chaque épisode permet justement d'inventer une énigme ou d'apporter une résolution plus ou moins acceptable, mais surtout avec le long métrage, il va être obligé de cadrer son histoire. Nous n'allons pas commencer avec sa première réalisation, parce que, avant tout, J. Abrams, restant fidèle à lui-même, c'est-à-dire à sa prudence, va commencer par produire un film qu'il a scénarisé, en étant derrière l'épaule de son réalisateur tout du long. Il s'agit de Cloverfield. Cloverfield, c'est un film événement, en particulier grâce à sa campagne publicitaire. C'est un buzz énorme. Tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mystery Box oblige. C'est l'histoire de l'invasion de New York par une créature gigantesque, une sorte de Godzilla tentacule à pieuvre limite hentai, qui apparaît comme ça dans la nuit et qui est filmé par quelqu'un qui a une petite caméra toute pourrie, mais qui prend de bons angles de vue. C'est un fun footage, genre qui a commencé grâce au projet Blair Witch, qui a vraiment popularisé, et c'est un bon fun footage sur beaucoup de points. Mais c'est surtout un fun footage qui a 2 intérêts. Un, il montre que la Mystery Box peut être utilisée intelligemment. C'est en fait quand elle est pleine, la Mystery Box, c'est-à-dire quand l'élément que l'on doit comprendre, qu'on doit découvrir, qu'on doit chercher, existe réellement. Donc il y a un but, et surtout que ce but sera atteint à la fin du film. À la fin, on sait plus ou moins ce qui se passe. On ne sait pas tout parce qu'on est dans un petit niveau, on est niveau au sol avec le personnage principal. Mais au moins on sait, c'est un monstre qui vient de quelque part,
qui attaque la ville et qui n'est pas véritablement méchant, il est juste trop grand pour la ville et nous on est trop petits et trop fragiles. Deuxième élément intéressant à partir de ce film, le plan J.J. Abrams. Ça c'est une analyse personnelle à la base, donc vous adhérez pas, mais laissez-moi vous expliquer ce que c'est. Le plan J.J. Abrams, c'est un plan fait à la fin des films qui sert à ruiner l'intégralité du métrage. Si. Comme je vous l'ai dit, il s'agit, pour Cloverfield, d'un film qu'il a scénarisé, qu'il a quasiment réalisé à travers son homme de paille, mais aussi et surtout, c'est un film qui a été réalisé de manière à ce qu'on ne sache pas tout, que tout soit caché, qu'il faille comprendre, qu'il faille découvrir, et surtout que l'on ne voit le monstre que de manière indirecte. On sait sa présence, on entend les dégâts, mais on ne le voit pas, jusqu'à la fin du film, où pendant 10 secondes, le personnage principal, avec sa petite caméra et le monstre, se regarde en chien de faïence, droit dans les yeux. Oui. Un monstre qu'on a passé tout le film à nous cacher, tout le film à nous faire découvrir par nous-mêmes, à essayer de comprendre son fonctionnement. Et ben il y a un gros regard caméra. Merci J.J. Abrams. Après ce premier essai de grand écran, J.J. Abrams se lance dans la grande aventure. Il va faire son premier long métrage directement en tant que réalisateur. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Et bien comme à son habitude, il est très prudent, à savoir qu'il va prendre un terrain déjà défriché. Ça va être la série Mission Impossible, il va prendre le 3e épisode, après le calamiteux Mission Impossible 2 de John Woo. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire simplement un épisode d'Alias en long. L'histoire est celle de Ethan Hawke, toujours joué par Tom Cruise, qui est ligoté dans une cave, avec sa femme devant lui, qui va être assassinée. Mais en fait, il s'agissait d'un flash-forward. Retour donc quand Ethan Hawke était tout heureux, tout juste marié, avec sa femme, et c'était tellement choupi. Et il se retrouve appelé à une nouvelle mission. Dans cette nouvelle mission, il va être confronté à un méchant très méchant pour récupérer la patte de lapin. Qui n'est pas une patte de lapin, c'est juste un code pour dire qu'est-ce que ça sera, on ne sait pas trop quoi. C'est la Mystery Box, à savoir, il se passe pas grand-chose. C'est juste une confrontation entre le héros du jour et le méchant du jour. Ethan Hawke, en tant que personnage d'une série, doit conserver un certain consensus, un certain statu quo. Ce qui fait que, au début du film et à la fin du film, il n'a pas évolué. C'était un agent spécial, c'est resté un agent spécial. Il pouvait faire des cascades, il continuait à faire des cascades. Le seul élément qui pouvait changer, c'était que sa femme soit assassinée. Et ben, révélation de ouf gueudin, elle n'est pas morte. Elle a fait semblant de dire qu'elle était morte. Ou en fait, c'était pas elle, c'était le grand méchant qui avait encore tout orchestré. Quel farceur ce grand méchant. Très bien joué d'ailleurs par Philip Seymour Hoffman, il faut le préciser, c'est le point positif du film. Mais en gros, le film, Mission Impossible 3, qu'est-ce que c'est? C'est une succession de cascades qui, une fois que c'est terminé, on s'est dit, bon, c'était un grand 8, mais sinon, on s'en fout. Grand 8, Super 8. En 2011, c'est son prochain film. Super 8, sa déclaration d'amour au cinéma de Steven Spielberg. Et là, il faut le dire, c'est pour moi son meilleur film. Et à raison. L'histoire est celle d'une bande de petits cinéphiles dans une banlieue américaine typique qui sont en train de tourner leur premier film. Et alors qu'ils sont dans une gare désaffectée, ils voient un train passer et dérailler. Et la caméra a enregistré quelque chose qui sortait du train. C'était un extraterrestre et il n'est pas content. Ce film-là commence très bien. Les références sont multiples, c'est références à Spielberg, des références à Toby Hooper, en particulier Poltergeist, dont J.J. Abrams était fan, et toujours fan d'ailleurs. Il faut bien le dire, ce film-là est bon. Déjà parce que le principe de la Mystery Box est bien utilisé. Il est complet parce qu'il y a un extraterrestre, il y a des raisons d'agir, tout élément est expliqué, et mais pas de manière grossière en disant il s'est passé ceci, il passait cela. Il faut que le spectateur arrive à le comprendre. Et ça, c'est bien. Donc, je ne peux que l'apprécier, ce film. Surtout que, comme je l'ai dit, J.J. Abrams est un bon technicien. Il sait s'entourer d'une bonne équipe. La lumière, le son, tout est bon. Le problème de ce film, c'est qu'il y a deux plans J.J. Abrams. Le premier, le héros est dans le terrier du monstre. Il a remarqué qu'il était anthropophage et il a appris par un professeur, celui qui avait causé l'accident de train, que l'extraterrestre a été torturé pendant des années. Donc forcément, il n'est pas très jouasse. L'extraterrestre arrive à attraper le gamin, et là, dans un plan très mal cadré, parce que complètement inutile et mal fait,
l'extraterrestre ne bouffe pas le gamin, mais apparemment repère son innocence tellement c'est beau et c'est gentil. Ben non, ça ne va pas. Justement, il faudrait bien comprendre que si l'extraterrestre n'est pas jouasse, il n'est pas jouasse tout court. Mais bon, bon sentiment oblige, en fait tout se passe bien, et finalement, l'extraterrestre s'en va dans son vaisseau spatial, dans ce deuxième plan J.J. Abrams. Effectivement, comme je vous l'ai dit, l'extraterrestre mange des humains, a été torturé par des humains, et il repart sur sa planète. Et tout le monde dans la ville lui fait « Au revoir extraterrestre, au revoir E.T., reviens avec tous tes copains !» Ben non, s'il revient avec tous ses copains, avec sa technologie, avec son expérience, et ben là on va se retrouver avec plein de monstres qui sont plus forts que des humains, qui sont plus avancés technologiquement, et qui aimeraient bien se faire un bon petit barbecue. Youpi-ya! Abordons la partie la plus lourde du dossier avec les deux Star Trek. Le premier réalisé en 2008, Star Trek 11 donc, et celui réalisé en 2013, Star Trek Into Darkness. Évidemment, je les ai regroupés, même si Star Trek a été réalisé avant Super 8, pour des raisons thématiques. Star Trek 11 nous raconte donc l'histoire de l'équipage original de l'Enterprise, avec Captain Kirk, Monsieur Spock, Sulu, Uhura, etc. etc. Et Scotty, n'oublions pas. Un voyage dans le temps ramène le vieux Monsieur Spock, joué par Leonard Nimoy, dans l'espace-temps du début de la Confédération galactique, donc avec les humains et les Vulcains entre autres. Il ramène avec lui un équipage de méchants, joué par des Romuliens, qui va essayer de l'exterminer. Mais il va réussir à s'échapper, et pendant 20 ans, il ne se passera rien. Je vous commencement de ce film. Dans ce film-là, le jeune Jet T. Kirk est un petit fripon qui va essayer de devenir un commandant, tandis que Monsieur Spock, lui, est toujours tiraillé entre sa part humaine ou sa part vulcain. Et autant dire qu'on peut s'arrêter là, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dans ce film, mais par contre il y a beaucoup de choses à dire autour. Commençons déjà par le commencement. Ah, le voyage dans le temps. Une thématique de la science-fiction tellement casse-gueule, et qui ici se vautre dans les escaliers avec la grâce d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Spock et ses Romuliens collés au cul reviennent donc 20 ans avant le début de l'histoire proprement dite. À ce moment-là, il doit y avoir normalement un changement temporel, dans le sens où justement l'histoire n'est plus la même. En particulier, le père de Kirk meurt, ce qui va devoir changer le personnage de Kirk. Or, ce n'est pas ça ce qui fonctionne. Pour la simple et bonne raison que, dans cette nouvelle chronologie, eh bien, la planète Delta Vega est une planète très importante dans la mythologie de Star Trek, en particulier parce que c'est la première planète de la série. C'est là où le commandant Pike, avec le déjà tout jeune Monsieur Spock, rencontre une planète chaude, aride et peuplée. Or, que voyons-nous dans ce Star Trek-là? Une planète froide, humide et vide. Sans compter qu'en plus, cette planète est censée être interdite. Mais là, tout le monde y va. Et on retrouve même un Scotty qui est là par le plus grand des hasards, parce que ce film-là n'a plus de ficelle de scénario, il a carrément des câbles sous-marins. Pour illustrer ça, je vais demander à mon ami Fabien de jouer le rôle de J.J. Abrams. Attention, nous allons regarder le film. 1, 2, 3. Tu la sens la référence à l'épisode 1 là? Tu la sens? Tu la vois? Tu la sens? Autre point raté de l'utilisation de la franchise Star Trek, les Romuliens. Vous savez, les Romuliens, à la base, ce sont des espèces de Romains, mais aussi de nazis de l'espace. C'est-à-dire une espèce dangereuse, maléfique, impitoyable, mais classe. Une espèce impériale dans sa saloperie, dans sa cruauté et son horreur. Et bien qu'est-ce qu'on a maintenant à la place? Des Igor. Ou même des Nosferatu. Hein. Non, c'est vraiment ça. On a un machin qui fait... au lieu d'avoir des trucs classe. Mais où sont passés, justement, ces grands seigneurs impitoyables, monstrueux, ces elfes noirs, ces Dark Eldar de l'univers Star Trek? Eh ben, va te faire foutre, à la place on met ça.
Salopard. Une scène est particulièrement symptomatique et représentative des problèmes de J.J. Abrams avec cette franchise de Star Trek. C'est la scène de l'attaque contre Vulcain. Déjà, c'est une scène dans laquelle on découvre que le vaisseau des Romuliens, contrairement à ce qu'on pouvait penser, n'est pas un vaisseau de guerre, mais bel et bien un vaisseau ouvrier. Oui, c'est un petit peu comme si en fait le Charles de Gaulle avait été éclaté par un camion poubelle. La scène nous montre 3 éléments qui sont absolument monstrueux et qui sont représentatifs de ce film qui montre à quel point c'est pourri. Déjà, on a Sulu, ici qui joue un breteur. Alors, c'est une référence à un épisode de Star Trek où Sulu, après avoir lu les 3 mousquetaires, se prenait pour un mousquetaire sous l'effet d'une drogue hallucinogène, alors qu'il ne savait même pas utiliser une rapière. Tu la sens la référence à l'épisode aussi, tu la sens? C'est donc à la fois un hommage, mais aussi un hommage raté, puisque ça n'a rien à voir. Et on peut me dire, ah oui, mais parce qu'il y a eu un changement dans le temps, forcément, il y a des choses qui changent un petit peu. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas sortir un truc de ton cul à ce niveau-là. Il faut d'abord l'expliquer avant. Ensuite, il y a l'arbre des Romuliens. On voit une petite gougoute rouge qui crée un trou noir pour détruire une planète. Une petite goutte. Alors que, au moins dans la guerre des étoiles, le premier, donc Un Nouvel Espoir, l'épisode 4, là au moins c'est une station géante qui était bien marquée comme étant plus grosse que tout ce qu'on avait vu avant. C'était une des phrases de Han Solo qui le disait. Ben là, c'est juste une petite gougoute qui explose une planète. Non, 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 il y a des limites. Et là, les limites sont franchies. Elles sont mal franchies. Bon, l'avantage de cette scène, en tout cas, c'est qu'elle introduit un nouveau personnage. Vous pouvez voir, ici... T'as les explosifs, ouais? Ok, oui. J'ai trop hâte de bouffer du Romulien, je te le dis. Ouais. Un jeune homme en t-shirt rouge qui a l'air bien filmé, qui a l'air intéressant. On lui donne des répliques, donc c'est un personnage, c'est nouveau, c'est du 109. Et c'est alors que... Oui, Scrooge. Un film, c'est une fiction. Dans une fiction, tu peux être tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu es responsable de ce que tu y mets. Gigi. Tu ne nous mets pas un personnage pour qu'il crève comme ça. La mort, c'est sérieux. Donc, quand tu nous montres un personnage, quand tu veux essayer de nous faire attacher en quelques plans, ça marche très bien, tu es un bon réalisateur. Mais ça, c'est dégueulasse. C'est du sadisme. Non, même, c'est carrément du torture porn. On ne peut pas présenter de mort de cette façon. La mort, ça sert pour sanctionner un méchant, pour créer de l'empathie, mais pas pour rigoler. On ne peut pas rigoler avec de la mort. Le seul moment où la violence est drôle, c'est justement quand elle va vers un but de justice. Quand c'est un but de saloperie, c'est pas bien, c'est méchant. Un personnage, surtout dans une fiction, ce n'est pas une personne. C'est-à-dire qu'elle a une fonction. Je ne parle pas ici du caractère, qui peut effectivement changer. James T. Kirk était un dragueur, ça reste un dragueur, mais c'était quelqu'un d'extrêmement mature, dans le sens où c'est quelqu'un qui cherchait la justice, même s'il ne la trouvait pas toujours. Mais son but, sa fonction, c'était bien de chercher la justice. Ce James T. Kirk-là n'a plus cette fonction de personnage. À la place, c'est un trou du cul. Et donc, en 2013, arrive le nouveau Star Trek Into Darkness, le 12e épisode de l'ensemble de la série. Et là, les problèmes sont un peu différents. Déjà, comme l'univers est posé, on peut avoir une véritable histoire, et pas juste un ensemble de péripéties. L'ensemble de l'histoire, par contre, s'étale sur un gros problème qu'on peut résumer à 11 septembre. Après le 11 septembre 2001, les États-Unis commencent à avoir une révélation. Ils ne sont pas aimés partout dans le monde. Et il y a des gens qui ne les aiment pas parce que ce sont des gens méchants, mais juste parce que ce sont des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs qu'eux. S'ensuit alors, y compris dans la fiction, un véritable retournement, une véritable remise en question de la part des Américains sur leur production, et sur leur production culturelle aussi. Et ben, Star Trek Into Darkness, c'est tellement post-11 septembre que c'est un retour à avant le 11 septembre. Plus de questionnements moraux, plus de questionnements idéologiques, il y a des méchants, il y a des gentils, et les méchants en fait ils sont très méchants, même quand ils essayent d'être gentils, tandis que les gentils, mais à la fin ils sont toujours gentils, parce qu'ils sont guidés par le bien. Le bien.
Non, Star Trek Into Darkness, c'est l'histoire de John T. Kirk qui doit venger son commandant, le commandant Pike, assassiné par un terroriste. Le terroriste en question se révélera être Singh Khan. Singh Khan, c'est le grand méchant de la série Star Trek, et c'est aussi le grand méchant du deuxième film, La colère de Khan. Un film qui était pas mal quand même, mais qui ici est mal utilisé. Alors, le personnage est très bien joué, le personnage est intéressant, le personnage est bien fait. Le problème, c'est son interaction avec les autres personnages, en particulier avec Kirk, qui est bien celui qui le trahit en milieu de film, ce qui amène la colère de Khan justement à se battre et à se révolter contre le reste de l'humanité, alors qu'il aurait pu très bien négocier ça façon Star Trek, plutôt que de faire ça façon Marvel. Autre problème de scénario de ce film, c'est à la fin, lorsque, pour un retournement de situation un peu idiot, mais relativement bien filmé, je l'accorde, il faut récupérer du sang de ces personnages surhumains que constitue donc le peuple de Khan. Et plutôt que de prendre dans les 72 dociles bien congelés qui sont présents, il faut aller chercher Khan pour une raison obscure. Autrement dit, un truc sorti du cul pour aller faire encore plus de péripéties. C'est, encore une fois, des ficelles scénaristiques de la taille d'un pipeline. Enfin, et pour finir sur ce film, Star Trek Into Darkness est une véritable invention au niveau du plan J.J. Abrams. Pourquoi ? Parce que là, il n'y a plus un plan J.J. Abrams, il y en a deux. Le premier, c'est bien entendu lorsque... Tiens, là tu la sens la grosse référence, là tu la vois. Tiens, un petit lens flare. Allez. Un plan inutile et surtout qui est suivi par ça. Pourquoi ce plan-là me choque ? Et parce que quelques scènes plus loin, justement, il y avait eu un missile qui était envoyé à l'intérieur du vaisseau. Normalement, rien de survie. Un missile à l'intérieur d'une structure. Parce que les missiles ne sont pas censés être à l'intérieur d'une structure, ils sont censés arriver contre l'extérieur, contre le blindage. C'est pas blindé à l'intérieur. Et pourtant, ce vaisseau arrive à maintenir sa course pour aller se cracher dans une ville terrestre. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune justification, et encore moins au niveau cinématographique, parce que pour que ce plan, pour cette séquence puisse exister, il manque au moins 3 plans. Il manque au moins 3 plans pour expliquer comment le vaisseau survit, comment le vaisseau arrive à fonctionner, et comment aussi il arrive à se diriger. Ça aurait été un truc simple. On aurait pu même mettre le vaisseau de Khan en arrière-plan. Mais il n'y a rien qui permet de justifier, après un plan pour la disparition du vaisseau, qu'il réapparaisse, et surtout dans cet état. Donc, le bilan de ces deux films, c'est qu'ils n'ont pas si mal, finalement. Parce que oui, même si je crache beaucoup dessus lorsque je les analyse, quand je les regarde, eh bien, je les trouve pas si mal, ils sont fascinants, ils sont bien réalisés au niveau technique, ils sont prenants. Je me laisse séduire par le côté obscur. Le côté obscur, bien entendu, puisque nous arrivons à notre troisième partie, le futur de J.J. Abrams, en l'occurrence Star Wars 7. Un film qui a été tellement vendu et survendu actuellement que c'est sans doute la meilleure campagne de pub de tous les temps. La question étant, évidemment, est-ce que le buzz dont J.J. Abrams est un grand fan sera à la hauteur du film ? Là, la question se pose, et en fait, on ne peut que spéculer sur les images qui sont montrées dans les bandes annonces, ou bien sur ce que l'expérience nous indique concernant la continuité Star Trek, l'univers étendu, et surtout son respect par les différents auteurs. Je mets respect entre guillemets très très large. L'univers étendu de Star Wars, ce sont des films, des séries, des livres, des BD, des jouets, des jeux vidéo. Même si l'univers étendu a été complètement rebooté par la décision de Disney de supprimer tout ce qui était univers étendu jusqu'à son rachat par Disney, donc rachat de Lucas par Disney en 2013, il faut bien avouer qu'il y a un souci. Et ce souci, en fait, ne va pas disparaître avec Disney. Dans un univers étendu, on peut faire seulement deux choses. Soit on colle parfaitement à l'univers de base, c'est-à-dire au canon, soit on fait quelque chose de révolutionnaire et on se fout du canon, on garde juste la trame principale. En gros, dans l'univers étendu de Star Wars, avant l'achat par Disney,
Il n'y a qu'un seul auteur, à mon sens, qui a réussi à faire un mix des deux, c'est-à-dire coller à l'univers, mais en faire quelque chose de nouveau, c'est Timothy Zahn, avec sa trilogie La Croisade Noire du Jedi Fou. C'était aussi ce qu'on pensait être la future trilogie post-Retour du Jedi, mais finalement, ça ne sera pas le cas. Alors, quel est le problème lorsque, par exemple, on colle complètement à l'univers de Star Wars? Eh bien, ça peut donner des trucs comme le fait que, dans tous les épisodes, il passe à Tatooine. Tatooine, qui est censé être le trou du cul du monde, eh bien, tout le monde y va. Pourquoi? Ben justement parce que c'est un endroit mythique pour les spectateurs. Mais ça ne devrait pas être mythique pour les personnages. C'est un petit peu comme si pour la Deuxième Guerre mondiale, tous les films devaient forcément passer par la bataille de Promisoulin-les-Oies. Forcément, au bout d'un moment, vous serez lassé. Pas vrai? On va pas te laisser faire. Oh, Misola, finissons-en. Vous avez raison, oui. On va s'en débarrasser. Maintenant, ça suffit. Et donc, l'autre risque, de l'autre côté, si on essaie de faire quelque chose de nouveau à chaque fois, en fait, on tombe dans le gadget. Et c'est typiquement ça ce qu'ils nous ont montré avec, dans la bande-annonce, la partie avec le sabre laser à garde. Alors, peut-être que ça va être utile, peut-être que ça va être quelque chose, peut-être que ce sera que esthétique, peut-être que ce sera malheureusement juste un gadget, et que de ce côté-là, ça veut dire que ça ne sert pas à grand-chose. C'est de l'esbrouf, c'est du tape à l'œil, et ce ne sera pas forcément du bon. Que nous indiquent les bandes annonces de Star Wars 7? Eh bien que ça pourrait être de tout et de rien, justement, ce film. Déjà parce que ce sont des bandes annonces à la J.J. Abrams, c'est-à-dire qu'ils ne disent rien des enjeux, mais en même temps, nous allons devoir voir un spectacle qui sera magnifique. Eh bien, soit, faisons le pari, allons voir ce film, qui sort donc le 16 décembre, sauf bien entendu si nous sommes au-delà du 16 décembre 2015, et c'est sans doute le cas avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine, on se revoit au cinéma.